Bonjour. Donc là, on va faire le chapitre 2 de l'histoire. Le chapitre 3, parce que le 2 c'est le média et on va pas le faire. Donc, chapitre 3, les socialismes allemands. Donc, je pense que c'est le meilleur chapitre de l'année. Voilà, pour moi. Il est long, il est compliqué, mais quand on comprend, on est content de comprendre parce que c'est intéressant. C'est plus intéressant que le média, quoi. Bref, ah oui. Donc, commençons par l'intro. Donc dans l'intro. Donc l'intro, je laisse tomber. Je préfère en fait les intros, vous laisser les faire vous-même. Si vous comprenez déjà le cours, ça me paraîtra pas mal déjà. Donc on va commencer directement avec la partie 1 qui s'appelle Les socialismes allemands eurent à se construire dans un système autoritaire entre 1875 et 1914. Rien de bien compliqué. Donc, la naissance des socialismes allemands se fait dans un contexte autoritaire, dans un contexte totalitaire. On commence directement avec le grand A, le programme de Gotha, en 1875. Donc le programme de Gotha représente par excellence l'idéal d'un parti socialiste. C'est une synthèse qui vient de ensemble, saint, ça fait ensemble en grec, et thésis, ça fait quelque chose que l'on pose. C'est l'étymologie du mot synthèse. Donc synthèse, c'est des idées mises ensemble qui forment un programme cohérent. Donc Gotha est censé faire un programme idéologique au socialisme, une base. Revenons aux origines de Gotha. Comment il est sorti? Il est pas sorti de nulle part. Les idées qui sont dans ce programme ne sont pas sorties de nulle part non plus. Donc là, on va revenir un peu plus en avant et revenir à la période de Karl Marx, à la période de l'industrialisation. L'essor de l'industrialisation engendre la naissance d'un nouveau groupe social, les ouvriers. Ceux-ci travaillent durement toute la journée pour un salaire bas pour un patron, évidemment, patron qui est bourgeois. Donc là, on observe la lutte des classes entre l'ouvrier et le bourgeois. De plus, l'absence de classe moyenne empêche alors le transfuge de classe. C'est pas comme aujourd'hui où il y a quelques petites personnes qui viennent de tout en bas. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et qui arrivent, en passant par la classe moyenne, à monter jusqu'en haut. Comme il n'y a pas de classe moyenne à l'époque, soit tu nais en bas et tu restes en bas, soit tu nais en haut et tu restes en haut. D'accord? De plus, les très mauvaises conditions de vie des ouvriers, le travail des enfants, les emplois qui sont évidemment non stables, des logements très précaires, sont des problèmes qui se multiplient surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis. L'industrialisation commence au Royaume-Uni, puis en France, puis en Allemagne, puis aux États-Unis, etc. Karl Marx et Friedrich Engels, j'afficherai les noms à l'écran, sont deux idéologues qui écrivent en 1848 le manifeste du Parti communiste, dans lequel ils disent qu'il faut faire la révolution, une révolution qui serait menée par les ouvriers de tous les pays contre les patrons. Les patrons qui exploitent ces ouvriers, évidemment. Ils posent aussi la notion de classe sociale. Donc alors, la classe sociale, vous savez, il y a la classe en soi et la classe pour soi. La classe en soi, c'est une classe, par exemple, nous, dans notre classe, la terminale ES1, on est une classe en soi, parce qu'on a tous 17 ans, on est tous en terminale générale économique et sociale, on a à peu près tous les mêmes conditions de vie, à peu près. Donc on est une classe en soi. Mais comme on ne défend pas nos intérêts, on reste une classe en soi. Si la TES1 défendait ses intérêts contre la TES2, alors on deviendrait une classe pour soi. C'est relativement clair, si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Donc, Marx et Engels montrent que les bourgeois sont une classe pour soi. Les bourgeois défendent leurs intérêts, si vous voulez. En effet, la fusion des élites, au XIXe siècle, donc il y a une fusion des élites. Déjà, au XIXe siècle, avant la fusion, il y a deux élites. T'as les élites nobles, ça c'est les élites de l'armée, si vous voulez. Et t'as les élites riches, la bourgeoisie, les patrons d'entreprise. Donc ces deux élites-là, qui sont relativement différentes, se fusionnent. Alors que l'ouvrier, au contraire, lui, on va dire, il s'atomise. D'accord? Quand je dis ça, ça veut dire que comme les ouvriers viennent tous de la campagne et cherchent tous un travail en ville, alors ils se font de la concurrence entre eux. Et donc, en fait, un ouvrier,
pourrait se battre contre un autre ouvrier juste pour avoir un emploi. Donc pour l'instant, les ouvriers, ils sont juste une classe en soi. D'accord ? Est alors créé en 1860... Oh là, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vous mettrai la date dans le diaporama, donc je ne veux pas dire de bêtises. Je veux dire que à ce moment-là, il y a la première internationale ouvrière qui est créée. Elle est créée pour défendre les intérêts de la classe ouvrière, car si leurs intérêts ne sont pas défendus, les ouvriers seront impuissants face au patron, face aux bourgeois. Donc, Marx essaye de montrer que les bourgeois exploitent consciemment les ouvriers. Ils se rendent compte, ils les exploitent et ils sont contents. Bon, après, on comprend qu'ils soient contents. Ils gagnent beaucoup d'argent, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Ici, la lutte des classes oppose la classe bourgeoise, qui veut rester comme elle est, évidemment, hein, comme elle a beaucoup d'argent, elle ne veut pas perdre son statut, et la classe ouvrière qui est dite progressiste, ça veut dire qu'elle veut des avancées, quoi. Elle voudrait, par exemple, je sais pas, au lieu de travailler 20 heures par jour, elle voudrait en travailler que 10 heures, elle veut un salaire plus fort, elle veut des congés, etc., etc. Donc on a une classe qui veut rester, la classe bourgeoise, qui veut rester comme on est tout normalement, et une classe ouvrière qui voudrait des avancées sociales. Mais dans le programme de Gotha, pour revenir au programme de Gotha, on s'échappe d'ores et déjà de la vision marxiste. Je vous rappelle que la vision marxiste, c'est une vision révolutionnaire. On va quasiment tuer les bourgeois s'il le faut. Le programme de Gotha, il est déjà, le programme de Gotha, c'est le premier programme idéologique socialiste. Il est déjà moins révolutionnaire que Marx. Il prône plutôt, on va prendre le pouvoir par la légalité, en se faisant élire si vous voulez. Et donc, voilà. Au sein de ce parti socialiste qui naît des observations de Marx et Engels, évidemment le socialisme est une dérivée des observations de Marx et de Engels, dans la naissance, il y a deux partis qui naissent de ces visions-là, de ces visions qui disent qu'il faut aider les ouvriers. Il y a le parti que Ferdinand Lassalle va fonder en 1863, qui est nommé l'ADAV, A-D-A-V, voilà. Et un autre parti qui s'appelle le SDAP, qui est fondé en 1868 par August Bebel et Wilhelm Liebknecht. Donc ces deux personnes fondent le SDAP, qui est un parti très révolutionnaire, donc qui est comme Marx, quoi. Donc pas confondre le SDAP, qui est bien le parti des ouvriers, et le NSDAP, qui est le parti nazi, d'accord, hein, bien faire la différence. Mais sous l'impulsion de Liebknecht, ils vont faire l'union en fait. Ces deux partis qui sont pourtant le parti de Ferdinand Lassalle est très légal. En fait, on va arriver au pouvoir par la légalité, alors que le parti de Liebknecht, il préfère faire la révolution et donc faire un coup d'État, si vous voulez, un coup d'État qui est évidemment illégal. En tout cas, en 1890, ces deux partis fusionnent. En 1880, je crois, ces deux partis fusionnent sous le nom SAP, Parti Socialiste Allemand des Ouvriers, et il deviendra le SPD en 1890. Donc ça, c'est pour dire un peu les bases du socialisme en Allemagne. Petit b, le programme d'Erfurt, en 1891. Gotha est rédigé par des bourgeois et pose une idéologie. Il faut maintenant un programme politique, évidemment. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut montrer comment on les applique, ces idées, à la vie politique allemande. Otto von Bismarck, qui est chancelier sous Guillaume Ier, c'est un empereur, Otto von Bismarck, il a peur des socialistes. En faisant adopter une loi en octobre 1878, il interdit le socialisme, et réprime sévèrement les grèves. Lorsqu'il part du pouvoir en 1890, le socialisme renaît. D'accord, il se remet en route. Le SPD devient majoritairement réformiste. Donc réformiste, ça veut dire pas de révolution, pas marxiste, quoi. On fait ça dans la légalité. Et le syndicalisme naît à cette époque, évidemment. Le syndicalisme est l'ensemble des actions visant à défendre les intérêts communs. Par exemple, si vos parents font partie de la CFDT ou de la CGT ou de Force ouvrière, comme le père de certaines personnes dans la classe, alors
ça veut dire qu'il est syndicat, il fait partie d'un syndicat. Aujourd'hui, les syndicats, il y a très peu de personnes qui sont syndicalisées, qui sont syndiquées, pardon, mais à l'époque, c'était très courant, on va dire. Le contexte est donc favorable aux socialistes. Von Bismarck est parti, donc il n'y a plus de loi qui les interdit d'exister. Ils utilisent la grève comme moyen principal de lutte. La puissance du mouvement ouvrier allemand explique son rôle lors de la fondation de la deuxième internationale ouvrière en 1889. La première a échoué, il crée la deuxième. Maintenant qu'il y a le programme d'Erfurt permet de montrer comment on va faire appliquer des idées. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans le programme de Gotha, il avait dit, on disait oui, les ouvriers travaillent beaucoup trop, etc., etc. Et dans le programme d'Erfurt, la différence, c'est qu'ils posent des articles de loi quasiment. Ils disent oui, nous ferons adopter une loi qui interdit de travailler plus de 10 heures par jour. Oui, nous ferons une loi qui interdit de faire travailler les enfants de moins de 13 ans, etc., etc. Donc les socialistes ont dorénavant un programme politique qui est clair. D'accord ? Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils seront au pouvoir. Petit c, l'aveuglement politique des socialistes. Ce programme d'Erfurt participe à une nouvelle division des socialistes. Il y a alors deux thèses. La thèse de Bernstein, qui s'appelle le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est dans la continuité de Lassalle. D'accord ? C'est une voie qui est légale, on ne fait pas la révolution. Rosa Luxembourg, elle, est très marxiste, donc elle veut la révolution, vous avez compris, et prône donc une révolution par la violence pour la disparition des classes sociales, notamment de la classe bourgeoise. Selon Rosa Luxembourg, qui est donc défavorable au programme d'Erfurt, évidemment, elle s'y oppose car pour elle, ce programme va aveugler les socialistes sur la capacité répressive de l'État allemand. On peut dire qu'elle a une vision prophétique, ça veut dire qu'elle aura vu les choses en avant, elle est visionnaire si vous voulez, puisqu'on verra qu'Hitler a très bien réussi à manipuler les socialistes, notamment les masses, notamment les socialistes. Donc, elle avait raison sur le coup, on va dire. Finalement, elle ne sera pas écoutée, le programme d'Erfurt restera la voie principale des socialistes, et donc ce programme apporte des succès électoraux et législatifs aux socialistes. En 1890, au Reichstag, le Reichstag c'est l'Assemblée nationale allemande de l'époque. Donc en 1890, les socialistes ont 10% des sièges. En 1912, ils en ont 33%. Donc c'est quand même une augmentation assez nette. Nous passons maintenant à la partie numéro 2. Les socialismes face au totalitarisme, 1914-1945. Donc les socialismes ont eu à faire entre 1914 et 1945 trois choix successifs. D'abord, est-ce qu'ils vont adhérer à la Première Guerre mondiale ? Est-ce qu'ils vont tomber dans le piège communiste ? Bah un piège, c'est pas bien de dire ça parce que c'est... Non, pas piège. Est-ce qu'ils vont tomber dans le communisme ? Et comment vont-ils réagir face au nazisme ? C'est les trois questions qu'on va se poser dans cette partie 2. On commence par la partie A, petit a, l'union sacrée. Le socialisme à la base est contre la guerre et leur outil principal pour lutter est la grève. Voilà. Mais ils n'ont pas réussi à échapper. Les socialistes, ils se disent en fait, si on est d'accord avec tout le monde pour faire la guerre, si on est d'accord avec tous les autres partis pour faire la guerre, alors à la fin de la guerre, peut-être qu'ils nous laisseront plus de place au gouvernement et qu'on pourra faire des nouvelles réformes pour les ouvriers. Donc ils disent, ok, on s'allie, on fait une alliance commune de tous les partis d'Allemagne pour faire la guerre contre la France. On parle de la Première Guerre mondiale évidemment. Ainsi, à l'été 1914, les socialistes renoncent à la grève générale et acceptent l'union sacrée pour la guerre. Heureusement, malheureusement plutôt, voilà, la guerre divise encore une fois le parti socialiste. Une partie, donc Bernstein, je vous rappelle, c'est lui qui était très... il voulait que ça se fasse par la voie légale, donc qu'il soit élu, quoi. Soutient la guerre, mais réclame une paix honorable. D'accord ? D'autres militants sont plus révolutionnaires, comme Rosa Luxembourg, et fondent l'USPD en 1917. L'USPD, c'est le parti communiste, en fait. C'est le début du parti communiste en Allemagne. L'USPD sera le futur parti communiste. En Russie, Lénine a fait la révolution, je pense que vous le savez. Il y en a eu deux, mais on va dire qu'il a fait la révolution. Il y en a eu une en février 1917,
Donc ça, c'est pas la révolution de Lénine. Lénine, sa révolution, c'est en octobre 1917, d'accord? Et donc Rosa Luxembourg remarque que si en Russie, ils ont réussi à faire la révolution communiste, alors pourquoi ils n'arriveraient pas en Allemagne? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe, pardon? Le 28 octobre, donc 1917, les marins de Kiel, c'est une ville en Allemagne, fraternisent avec les soldats et arborent le drapeau rouge. Le drapeau rouge est le drapeau socialiste. Cette grève entraîne l'arrêt des combats, l'armistice le 11 novembre, vous le savez, non pardon, c'est le 28 octobre 1918, la grève des marins de Kiel. Le 11 novembre 1918, il y a l'armistice, et le 9 novembre 1918, il y a l'abdication de Guillaume II. L'empereur abdique. Directement après, la République est proclamée en Allemagne, et le président du Parti socialiste, Friedrich Herbert, devient chancelier, puis président de la République. Mais les communistes, donc le KPD, le parti allemand communiste, le KPD c'est comme l'USPD, c'est pareil. L'USPD et le KPD c'est la même chose. Ils veulent plus que juste une république. Et déjà, c'est plus un empereur qui est à la tête de l'Allemagne, mais eux, ils veulent une révolution communiste. Donc, tous les spartakistes c'est les communistes, hein, c'est Rosa Luxembourg, etc., ils prennent les armes à Berlin et ils tentent une révolution, d'accord, comme en Russie. Mais Hébert, le chef, le chancelier de l'époque, qui est socialiste, va réprimer cette révolution, on va dire. Il va mobiliser des soldats, et durant la semaine sanglante, du 6 au 13 janvier 1919, il va écraser la révolte spartakiste. D'ailleurs, Rosa Luxembourg va être assassinée, voilà. Donc, cette répression, les socialistes ont réprimé les communistes. Ça va encore une fois provoquer une division durable au sein du Parti socialiste, au sein du mouvement ouvrier, si vous voulez. Petit c, l'incapacité de résister au nazisme. On verra que, comme les socialistes ont écrasé les communistes, c'est ça qui a fait que Hitler a pu arriver au pouvoir. Le KPD refuse, on arrive dans les années 1930, d'accord, refuse de former un front républicain contre le parti nazi. Un front républicain, c'est ce qui s'est passé en France, d'accord? Le Front populaire en France était le parti communiste, plus le parti socialiste, plus les radicaux, qui se sont alliés pour pas qu'un parti totalitaire ou d'extrême droite arrive au pouvoir, d'accord? Mais en Allemagne, comme durant la semaine sanglante, donc durant la révolte spartakiste, les socialistes ont écrasé les communistes, évidemment, les communistes n'ont pas envie de faire une alliance avec les socialistes. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu dur à comprendre, mais il faut vous attacher, on va dire. Donc, selon les ordres de Staline, les communistes ne se rallient pas aux socialistes. Pour Staline, les socialistes sont des traîtres de classe. Comme ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour faire une union, ça va permettre à Hitler d'arriver au pouvoir en 1933. Le 27 février 1933, donc Hitler est déjà au pouvoir, l'incendie du Reichstag, le Reichstag c'est, comme je vous l'ai déjà dit, l'Assemblée nationale allemande, sert de prétexte pour faire arrêter des milliers de militants socialistes et communistes. Puis, tous les partis et les mouvements politiques sont interdits. Les dirigeants sont obligés à l'exil. Les dirigeants communistes et socialistes sont forcés de s'exiler. Et les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Ça veut dire qu'on vous attrape, on vous torture, quoi. Ceux qui restent sont envoyés dans des camps, notamment Dachau, qu'on écrit Dachau. Dans ces camps-là, il y a plusieurs types de triangles. Bon, évidemment, les triangles jaunes, les juifs, mais ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive durant la Seconde Guerre mondiale. En 1933, il y a seulement deux types de triangles. Il y a les triangles rouges, qui sont les prisonniers politiques, et les triangles verts, qui sont des prisonniers de droit commun. Les prisonniers de droit commun, c'est un mec qui a fait un crime, par exemple. Voilà. La disparition des syndicats du SPD et du KPD est remplacée, donc SPD c'est socialiste et KPD communiste, est remplacée par la création d'une corporation générale, le Front du Travail. C'est un peu le
syndicats. En Allemagne, sous Hitler, il n'y aura qu'un seul syndicat. Et donc forcément, s'il n'y a qu'un seul syndicat, et qu'en plus il est dirigé par Hitler, le syndicat il sert vraiment à rien. Donc, après le travail, les ouvriers n'ont pas le temps libre, ils sont enrôlés dans la force par la joie, donc ils ont des activités de loisirs après le travail, mais bon, en fait ils rentrent pas chez eux, quoi. Donc, de 1914 à 1945, le processus d'effacement progressif et complet des socialismes se met en place. Les socialismes étant alors divisés et incapables de s'opposer au nazisme. Après 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis ont perdu, le socialisme devient la force légitime pour reconstruire la nouvelle Allemagne, une nouvelle Allemagne qui est vaincue, divisée et occupée jusqu'en 1990. On passe donc à la partie numéro 3, qui se nomme les socialismes des deux Allemagnes jusqu'à la réunification. Donc là, vous l'avez compris, la partie A, on s'occupera de l'Allemagne de l'Est, donc le bloc Est, c'est les blocs russes, puis l'Allemagne de l'Ouest, et enfin, qu'est-ce qui s'est passé après la réunification en 1990. À la fin de la guerre, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. La zone américaine, la zone britannique, la zone française et la zone soviétique. Les 3 premiers, donc États-Unis, Royaume-Uni et France, s'unissent et cela aboutit à la création de la République fédérale allemande en mai 1949. L'URSS réagit en créant de son côté la République démocratique allemande en octobre 1949. Les constitutions de la RDA, République démocratique allemande, donc à l'Est, sont très influencées par le régime, par le modèle soviétique. Dès 1946, le SED, c'est le Parti socialiste unifié d'Allemagne, donc le seul parti autorisé dans le bloc Est de l'Allemagne, donc dans la RDA si vous voulez, devient une démocratie populaire. D'accord ? L'Allemagne, donc à la RDA, devient un petit État communiste qui est rattaché à l'URSS si vous voulez. Les représentants du SED sont majoritairement élus et sont issus d'une liste unique. Si vous allez voter et que vous pouvez voter que pour une seule personne, il y a beaucoup de chances pour que cette personne soit élue, d'accord ? C'est relativement logique. Il existe pourtant officiellement un suffrage universel. Normalement, vous pouvez voter pour qui vous voulez. En fait, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Mais comme il n'y a qu'une seule personne, bah vous pouvez voter que pour cette personne-là. C'est un peu compliqué. Derrière les institutions étatiques, comme l'Assemblée nationale, comme d'autres institutions, se cache en fait le pouvoir du SED. Le SED, le parti, contrôle tout. La société est réputée socialiste. La propriété privée est limitée. Il y a beaucoup de nationalisation et l'économie est dirigée en plans quinquennaux, comme en URSS en fait. Dans ce cadre, le pouvoir s'affirme comme une dictature, qui place la répression et la surveillance au cœur de son dispositif. Les grèves ouvrières sont réprimées, comme en 1953. La population est surveillée par la Stasi. La Stasi, donc STASI, c'est la police politique de l'Allemagne de l'Est, donc c'est comme la Gestapo, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale, quoi. La censure sévit, donc il y a beaucoup de censure. La production artistique est encadrée. Et voilà. En 1961, l'URSS décide de construire un mur qui sépare l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein de gens qui essaient de passer de l'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest. Parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup mieux là-bas. Donc ils construisent un mur pour séparer, pour plus que les gens puissent passer. Cependant, les résultats économiques de la RDA, donc à l'Est, sont médiocres. Et la RDA vit sous perfusion ouest-allemande dès l'année 1970. En fait, la RDA survit grâce à l'aide de l'Allemagne de l'Ouest. Le régime politique de la RDA s'effondre en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et les premières élections libres après la Seconde Guerre mondiale arriveront en mars 1990. Voilà. Donc ça, on a compris que le communisme ne pouvait marcher parce que ça n'a pas bien. L'URSS s'est effondré, et donc en Allemagne de l'Est, ça n'a absolument pas marché. C'était une dictature en fait.
En Allemagne de l'Ouest maintenant. En 1949, Konrad Adenauer et la CDU. La CDU, c'est un parti centre-droit. La CDU, c'est le parti dont est issue Angela Merkel, qui est aujourd'hui chancelière en Allemagne. En 1949, la CDU remporte les élections. Le parti communiste est interdit en Allemagne de l'Ouest dès 1956. Le SPD, donc le SPD, c'est le parti socialiste qui est très associé au marxisme, reste attaché aux ouvriers. Mais le SPD n'arrive pas. Plusieurs fois, les élections sont un total fiasco pour les socialistes en Allemagne de l'Ouest, parce qu'à chaque fois, c'est la CDU qui remporte, on va dire. Donc, les socialistes se disent qu'il faut cesser de se présenter comme le parti des ouvriers, mais comme le parti du peuple. Ça accrochera plus de personnes, il y aura plus de personnes qui voteront pour nous, quoi. En 1959, au congrès de Bad Godesberg, les socialistes renoncent à leurs références marxistes pour adopter des valeurs plus humanistes et plus chrétiennes. D'accord ? Le SPD met alors l'accent sur la démocratie. Donc, s'il met l'accent sur la démocratie, ça veut dire qu'ils oublient définitivement l'histoire. On va faire l'histoire de le truc genre on va faire la révolution, on va tuer les bourgeois. Hein. Maintenant c'est fini. Marx on l'oublie, il n'existe plus. Les socialistes, grâce à leur nouvelle ligne de conduite, ils remportent pas mal d'élections et ils progressent dans l'opinion publique. D'ailleurs, Willy Brandt, qui était maire de Berlin-Ouest, prend la tête du SPD en 1964. Aux élections de 1969, la stratégie paye, et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les socialistes remportent les élections, et un socialiste qui s'appelle Willy Brandt, voilà, Willy Brandt on l'appelle, il est élu chancelier. C'est la première fois que les socialistes arrivent au pouvoir après la Seconde Guerre mondiale. Donc 2 chanceliers socialistes se succèdent au pouvoir, Willy Brandt entre 1969 et 1974, et Helmut Schmidt entre 1974 et 1982. Après 1982, les Allemands se sont dit qu'ils avaient fait le tour de la question du socialiste, alors c'est un candidat de la CDU qui devient chancelier en 1982. Puis après la réunification, qu'est-ce qui se passe ? Comme la CDU, comme en Allemagne de l'Ouest, c'était la CDU qui était au pouvoir quand il y a eu la chute du mur, alors tout le monde se dit ouais c'est grâce à la CDU, donc voilà, à elle quoi, qu'on a réussi à avoir la réunification de l'Allemagne. Donc le SPD recule. Le SPD reviendra au pouvoir en 1998, mais c'est plus un socialisme comme on connaît, un socialisme qui a des ouvriers, qui va favoriser toutes les réformes pour aider les travailleurs, etc., etc. Là, c'est un socialisme qui est en fait qui est trop, on va dire, qui est pas assez à gauche, il est trop au centre, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau parti socialiste qui a été créé en 2007, qui s'appelle Die Linke, qui lui par contre revient au socialisme de base. Genre on va aider les ouvriers, on va leur donner des journées moins longues, on va les payer plus, etc. etc. La baisse des syndicats et la fusion de ceux qui restent laissent à craindre un recul du socialisme. Die Linke, donc comme je vous dis, il a été créé en 2007, par son programme traditionnel et ses dirigeants, remet en cause cette logique de cogestion. La cogestion, c'est en Allemagne, c'est en bref, les ouvriers et le patron, ils gèrent ensemble, main dans la main, on va dire, les entreprises. Sauf que au niveau international, cette cogestion elle est remise en cause parce que les entreprises allemandes sont très vite concurrencées par les entreprises mondiales, par les firmes transnationales des autres pays. Car Die Linke veut revenir à un socialisme historique traditionnel, on va dire, car on oublie souvent les travailleurs de l'Est, parce que l'Est est beaucoup plus pauvre que l'Ouest, évidemment, parce que durant 50 ans, l'Est, ils étaient sous les ordres russes et ils n'avaient rien à bouffer, alors qu'à l'Ouest, ils connaissaient tous les trucs de la mondialisation. Conclusion, si on peut faire un résumé de la partie 1, on va dire que les socialistes sont nés dans un contexte autoritaire, parce que c'était le contexte de l'Empire avec Otto von Bismarck.
et la voie légale, la voie lassallienne de Lassalle, a pris le dessus sur la voie marxiste, sur la voie révolutionnaire. Cependant, le fait que les socialistes et les communistes se soient divisés et que les socialistes aient écrasé les communistes durant la révolte spartakiste a fait que les nazis ont pu arriver tranquillement au pouvoir. Enfin, l'après-guerre a fait s'affronter deux systèmes opposés, le système à l'est communiste et le système à l'ouest socialiste, un socialisme assez faible. Et on s'est rendu compte que le communisme ça marchait pas, et donc il s'est fait discréditer. Tandis que la troisième voie de la cogestion s'est imposée, même si aujourd'hui elle est remise en cause parce que les sociétés allemandes se font concurrencer par les sociétés étrangères. En bref, si je peux faire un résumé de la cogestion, comme les ouvriers ont autant le droit de dire des choses, ont autant de pouvoir dans l'entreprise que le patron, et ben ça fait moins avancer les choses. Et les ouvriers sont peut-être payés plus qu'en France par exemple. Donc forcément, ça empêche les sociétés allemandes d'être extrêmement compétitives au niveau mondial. Je pense qu'on a fini sur les socialismes allemands. Donc je suis allé assez rapidement parce que en fait, je trouve que il n'y a pas grand chose de plus à dire, on va dire. J'espère que vous avez compris. De toute façon, moi, en dessous de la vidéo, je laisse les commentaires, donc vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Et voilà.